C'est bon. L'enregistrement, d'accord. Alors, Marie-Christine, euh, hop. Quels sont, selon toi, les axes de travail et les priorités utilisées par les entreprises pour répondre au mieux aux chocs et quelles sont, selon toi, les conditions de la relance économique? Alors, tout d'abord, déjà pendant les périodes de confinement, la priorité des entreprises a été de maintenir l'emploi, les compétences. Parce qu'une entreprise, se séparer de salariés, c'est toujours quelque chose de difficile et on pense au lendemain quand on va redémarrer. Donc, on voulait que les salariés demeurent au sein des entreprises, d'où également je dirais, l'accompagnement de l'État avec l'activité partielle. Ça a évité de nombreux licenciements, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à la rentrée, mais de toute façon, le plan de relance qui devrait être présenté jeudi en France devrait permettre de minimiser au maximum le recours au licenciement. Donc, les entreprises ont d'une part, quand ça a été possible, mis en place, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, mais le télétravail. Alors, ça dépend des régions de France et de l'activité, bien entendu, quand on est sur une activité manuelle, sur la construction automobile, la construction aéronautique, etc. Il est évident que les gens ont besoin d'être en présentiel. Par contre, là où ça a été possible, y compris dans les entreprises industrielles, le télétravail a été mis en place. Là, pendant le confinement, bien entendu, ça a été pendant la totalité du temps. En sortie de confinement, par exemple à Paris, il a été fortement conseillé aux entreprises qui pouvaient le faire de continuer sur cette lancée. Ce qui semblait, je l'ai dit aussi tout à l'heure, quelque part pratiquement impossible ou extrêmement difficile avant, on a vu que très rapidement, les entreprises ont mis tout en place pour pouvoir permettre à leurs salariés d'être équipés sur le plan technique, je vais dire au niveau informatique, mise en place d'un réseau performant au niveau informatique. C'est quelque chose qui va être amené à se développer. Toute la partie numérique, on sait que c'est quelque chose qui était déjà en gestation, mais qui va se développer encore plus. Dans un métier comme le mien, par exemple, on a vu que certains de nos clients qui auraient souhaité continuer à travailler, par exemple, discuter avec nous, mettre en place des études, etc., n'avaient pas forcément accès aux données numériques, tout du moins pas toutes, surtout aux données industrielles. Donc, il y a du travail à faire sur ce plan-là. C'est une des premières choses, donc la digitalisation. Une partie de télétravail qui certainement demeurera pérenne, alors certainement pas en permanence, mais peut-être un jour ou 2 jours par semaine, ce qui permet d'éviter, notamment là où il y a de la problématique de transport, de mobilité, de permettre aux salariés d'être dans une situation plus confortable. Et un autre axe sur lequel les entreprises avaient déjà commencé, bien entendu, à réfléchir, mais qui devrait se développer là, maintenant, et au niveau du plan de relance, c'est tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui touche au climat, ce qui touche au développement durable, l'économie circulaire. Alors, on sentait qu'il y avait déjà une dimension de ce type auparavant. Si on prend le cas de notre association FCEM, au mois de novembre dernier, nous avons signé un MOU avec l'UNIDO pour la mise en place et l'encouragement de nos entreprises sur l'économie circulaire. Donc tout ça, c'était des tendances que l'on sentait, mais qui s'accélèrent avec la crise et qui peuvent présenter pour les entreprises un moyen de se relancer sur d'autres secteurs. Un autre axe, c'est également la relocalisation de certaines de leurs activités qui est rendue possible ou sera rendue possible notamment avec une des annonces qui a déjà été faite, en tout cas le ministre de l'économie à la Renaissance des entreprises de France la semaine dernière l'a confirmé, et ça a déjà été dit dans la presse, c'est la réduction des impôts de production
qui était très pénalisant pour les entreprises françaises, l'impôt de production. C'est-à-dire que dès que l'on crée une société, dès que l'on démarre une activité, même avant de faire le moindre euro de chiffre d'affaires, on a des impôts à payer. Et c'est très pénalisant pour l'activité en France. On sait que la France, les entreprises sont un des pays, les entreprises françaises sont parmi les plus taxées au monde, si ce ne sont les plus taxées. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà je dirais dans la mouvance et qui devrait être accéléré avec le plan de relance afin de permettre aussi aux entreprises qui auraient délocalisé pour pouvoir produire moins cher, pour répondre à la demande, de pouvoir relocaliser en France et donc continuer à développer des produits, je dirais, made in France. Un autre axe, c'est aussi le consommer local. Je crois que c'est Fanja qui l'a dit tout à l'heure. Ça a été une grande tendance pendant le confinement et tendance qui a l'air de se maintenir. C'est les Français, et je crois que c'est le cas à peu près dans tous les pays, ont la conscience que on consommait des produits venant d'extrêmement loin avec un bilan carbone négatif, alors que l'on a à proximité des produits que l'on peut consommer tous les jours. Donc le consommer local, le produire local est quelque chose qui est important. On l'a vu pour les masques. Les premiers masques que l'on a reçus étaient tous des masques fabriqués en Chine. Aujourd'hui, on a des masques qui sont fabriqués en France, on a des respirateurs qui sont fabriqués en France, des entreprises qui se reconvertissent. Donc, je crois que ce sont ces axes-là sur lesquels les entreprises se sont focalisées. Super. Merci Marie-Christine. Fans, au niveau pour Madagascar, quelle a été la stratégie des entreprises pour atténuer les chocs sur leurs activités ou l'environnement, parce que Madagascar, l'environnement économique diffère complètement de la France et de l'Europe. Donc, on voudrait avoir ton regard aussi, ton point de vue sur cet aspect. Oui, alors effectivement, l'environnement économique n'était pas forcément favorable aux entreprises à Madagascar. Et c'est clair en écoutant Marie-Christine qu'on ne peut même pas faire la comparaison entre les dispositions et les mesures que l'État avait prises aussitôt que cette crise sanitaire a commencé. Mais je pense que je ne dirais pas qu'on nous sommes habitués à vivre et à survivre aux différentes crises dans ce pays, mais encore une fois, cet état d'esprit de résilience a été au cœur des chefs d'entreprise à Madagascar. Certaines entreprises ont pris des mesures propres à elles très très vite et certains domaines ont été mis en avant, notamment sur le commerce où les ventes directes auprès des consommateurs pour répondre aux besoins des entreprises ont été adoptées. Donc le service client a été modifié parce que la présence physique et les ventes directes avec les consommateurs n'ont plus été possibles. Donc, certaines entreprises ont dû revoir un petit peu leur stratégie marketing, leur stratégie de communication, mais aussi en termes de leadership. Je pense que des entrepreneurs, que ce soit à Madagascar ou des Malgaches chefs d'entreprise bloqués à l'extérieur du pays, ont dû adopter la même stratégie, c'est de revoir un petit peu le style de leadership qui frappe les entreprises et notamment leurs employés. Donc, certaines entreprises se sont concentrées en priorité comment revoir le mode de fonctionnement en interne, puisque la pandémie a fait une vague, a initié une nouvelle vague d'innovation dans le commerce de détail. Donc, des nouveaux comportements d'achat ont émergé, des clients étaient
qui n'étaient pas habitués aux achats et au commerce digital se sont comportés différemment. Je pense que ceux qui considéraient encore que l'e-commerce était un canal, on va dire, secondaire avant le Covid, aujourd'hui, ces entrepreneurs-là, ils se sont orientés vers encore plus à booster l'e-commerce et ils ont revu leurs priorités pour donner une place importante à ce mode opératoire. Et on voit aussi que des détaillants, des consommateurs directs se mobilisaient pour demander aux fournisseurs s'il n'y avait pas des modes de livraison, des services de retrait à l'extérieur du magasin. Ça, c'est sur le côté commerce des choses et le plan de communication, de vente des entreprises ont été totalement différents. Le rapport entre les tiers, notamment la banque, les clients, etc. À Madagascar, on a eu une période où c'était totalement fermé, certaines périodes où c'était juste la matinée. Donc, les entreprises ont dû s'adapter, mais très vite à une vitesse inouïe pour évaluer leur façon, comment elles vont exploiter un petit peu tout ça et voir soit des centres d'appel ou bien des personnes qui sont presque à plein temps à répondre aux demandes de ces tiers-là. Et on a constaté qu'elle devait de toute façon s'assurer que cette expérience entre clients et fournisseurs, entre les tiers, a demandé inévitablement à utiliser des canaux digitaux, même si on sait que ça coûte quand même cher à Madagascar. Il n'y a pas eu vraiment de soutien sur ce point-là. Donc les entreprises, je pense qu'ils vont réussir à relever le défi pour survivre, puisqu'on parle de post-Covid. Elles vont relever ce défi tout en limitant les potentielles pertes de revenus et se positionner pour relancer la croissance de leur entreprise une fois que la pandémie sera enrayée. Donc, il y a une adaptation à revoir, même au niveau du personnel, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu, les relations entre dirigeants, l'environnement du travail. Il y a une confiance qui a dû être instaurée entre les employés et les employeurs. Il y a toute une communauté, leur donner un environnement de travail, comme disait Marie-Christine tout à l'heure. Il y a une confiance et un engagement de chaque personne au travail pendant ces quelques mois. Donc, il y a une relation humaine différente, une stratégie en ressources humaines, même si initialement les Malgaches aiment véritablement la présence physique. Non, on n'a pas du tout été familier, on ne s'est pas préparé vraiment à cette relation virtuelle et à cette digitalisation très très vite et très rapidement. Et on va dire que c'est un impact positif quand même dans ce pays parce que définitivement, ce sont les entreprises qui ont dû adopter très vite, relever ce défi de développement d'une résilience humaine digitalisée qui survivent aujourd'hui et d'autres qui n'ont pas pu malheureusement adopter ça. Donc, il y a tout un environnement autour du Covid et qui a fait que aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont nées, d'autres qui survivent et d'autres qui sont complètement, malheureusement, qui ont dû fermer leurs portes. En résumé, je dirais que chaque chef d'entreprise a dû élaborer des stratégies d'entreprise propres à elle, mais les plus importantes restent les outils de communication, les protocoles de travail clairs sur la continuité mais en même temps, en fournissant des directives à leur équipe, il y a une communication beaucoup plus importante avec tous leurs partenaires, les clients, la banque, etc. Et tous ces dispositifs restent quand même coûteux, mais essentiels et utiles, indispensables au développement de leur entreprise. Donc, que ce soit les chefs d'entreprise ici à Madagascar, ceux qui étaient à l'extérieur bloqués, ils ont dû fonctionner d'une manière ou d'une autre de la même manière. Finalement, le côté physique et la présentielle n'était pas forcément une condition sine qua non pour maintenir leurs activités si chaque
chaque chef d'entreprise a appris au moment fatidique et très vite toutes ces mesures-là. Donc pour toi, en moyenne, le fait, parce qu'il y a eu pas mal de chefs d'entreprise qui étaient à l'étranger et qui le sont toujours aujourd'hui, globalement, l'adaptation a été certes dure, mais elle s'est faite. Et aujourd'hui, on peut saluer cette adaptation et ça reste quand même positif. On n'a pas eu un impact trop fort négatif, je veux dire. Alors, ces chefs d'entreprise qui sont bloqués, il y en a pas mal qui ont communiqué avec moi. Effectivement, au tout début, c'était plus compliqué parce qu'il fallait mettre en place des mesures d'accompagnement et c'est quand même coûteux. Les connexions Internet ne sont pas accessibles à tous. Et il y a aussi des secteurs qui nécessitent quand même du présentiel. C'était très, très dur pour certains d'entre eux, mais ils se sont adaptés. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont compris, c'est que c'est le capital humain qui est encore plus confirmé, très important dans une entreprise, au-delà de tout le capital matériel, je dirais. Et ils ont dû s'adapter et répondre très, très vite aux besoins de leur entreprise parce que les clients étaient là, demandaient demander des produits, des services malgré la situation et il fallait intervenir très, très rapidement. Donc, il fallait protéger cette clientèle, répondre aux besoins fondamentaux de leurs clients, assurer la continuité de leurs activités. Donc, il y a un concept et des règles qu'ils ont dû adapter très, très rapidement. Et je pense que si on parle d'environnement et de stratégie, ces chefs d'entreprise, je pense, comme tous les autres, mais encore plus chez nous à Madagascar, nous avons découvert quelque chose. Les points les plus importants, c'était le capital humain et l'importance de la digitalisation dans la gestion d'une entreprise. Merci, Fans. Eina Kurik, tu as déjà abordé tout à l'heure l'Union européenne. Donc, on va y revenir parce que l'Union européenne a annoncé en juillet l'initiative dite historique Covid-19, où 27 pays vont créer une dette commune pour financer ensemble les conséquences de la crise, dont plus de 40 milliards d'euros pour la France. Certes, le plan de relance va être annoncé cette semaine. Ceci dit, selon toi, quelles sont les priorités et les objectifs de ce montant alloué ? Et ces fonds débloqués permettront-ils vraiment de faire face aux défis exacerbés par cette crise ? Et enfin, tu parlais de partenariat. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous conseiller sur cet aspect partenarial ? Il te faudrait… Voilà, merci. Très bien. Alors, merci pour cette question qui me permettra de développer un petit peu plus mon point. Effectivement, je parlais tout à l'heure de cette action collective de l'Union européenne. C'est pas nouveau, mais sur cet aspect-là, en tout cas avec des montants de ce niveau-là, on est vraiment sur quelque chose d'inédit. C'est-à-dire que là, on a pour une fois 27 États qui se mettent d'accord, ce qui est assez rare depuis la création de l'Union européenne, d'avoir les 27 États d'accord à l'unanimité et qui permettent cette mutualisation de la dette. Alors, elle a fait débat parce que même si nous sommes tous membres de l'Union européenne, ces 27, les situations de départ des uns et des autres n'étaient pas les mêmes. Les dépenses des uns et des autres n'étaient pas les mêmes. Les citoyens français ont été très fortement accompagnés par l'action publique et effectivement, chacun a fait ses choix politiques et aujourd'hui, le fait que l'Union européenne participe à la dépense engendrée par cette crise, en tout cas, nous soulage évidemment fortement et nous a vraiment permis de protéger, c'est jamais suffisant, mais en tout cas, autant que possible, les Français. Donc, les priorités ensuite de ces moyens qui sont mis à disposition pour justement participer au plan de relance, aux différents plans de relance nationaux. 40 milliards d'euros, c'est évidemment un montant colossal. Les priorités de la France, c'est déjà l'emploi, la jeunesse et l'environnement.
Alors de l'emploi parce que évidemment il y a eu énormément d'entreprises qui ont fermé, des emplois qui ont été perdus, et la jeunesse parce que finalement ce sont les premiers qui vont arriver sur le marché du travail à la rentrée, enfin qui sont même actuellement, parce que la rentrée ça y est, c'est aujourd'hui, qui entrent sur le marché du travail. Ça a été dit tout à l'heure, hein, il y a des primes sur les nouveaux contrats par exemple, à 4 000 € pour employer un jeune de moins de 25 ans à hauteur de 2 SMIC et demi, une prime de 5 000 € pour les apprentis de moins de 18 ans, 8 000 pour les apprentis de plus de 18 ans. Voilà, tous ces dispositifs-là, ils sont évidemment, ils ont vocation à permettre la création d'emplois, mais c'est aussi quelque part quelque chose qui s'inscrit dans une volonté de notre gouvernement déjà depuis le début de ce mandat, puisque nous avions eu un texte de loi, la loi Pacte, aussi qui se voulait réduire le coût du travail pour pouvoir permettre en tout cas de créer plus d'emplois. Tous ces accompagnements-là, derrière, c'est aussi de pouvoir demander aux entreprises de revoir ou de renforcer, en fonction des différents secteurs d'activité, leur engagement sur le volet environnemental, puisqu'évidemment, on s'aperçoit que tous ces aspects sont liés, et les conséquences d'un non-respect de l'environnement va aussi avoir des conséquences économiques importantes demain. Donc, c'est de les anticiper. On voit qu'il y a eu peut-être pas suffisamment d'anticipation dans la crise qu'on a connue aujourd'hui. Donc, c'est évidemment de ne pas reproduire ces erreurs et de pouvoir maintenant être un petit peu plus à l'avant-garde, en tout cas sur nos engagements. Dans cette création d'emplois, dans ce coût du travail moins cher. Pourquoi? C'est aussi parce qu'il y a ce défi de la relocalisation. On s'est aperçu que nous étions très dépendants des pays étrangers. La relocalisation, grâce évidemment à un coût de production inférieur, à un coût du travail inférieur, parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de souveraineté alimentaire, de souveraineté sanitaire, ou sur beaucoup d'autres secteurs également. Donc, c'est de pouvoir poser le cadre qui permette évidemment cette autonomie-là. C'est sur les médicaments, sur les vaccins.